Monsieur Brunswick. Mardi 27 juin 2023, au petit matin, le jeune Naël, âgé de 17 ans, était tué par un policier alors qu'il refusait d'obtempérer et d'arrêter le véhicule qu'il conduisait sans permis. Il s'agit d'un drame absolu. Aucune personne ne mérite d'être tuée pour un refus d'obtempérer. Aucune. La vague d'émotions qui s'en est ensuivie est parfaitement légitime. Dans une démocratie, et nous avons la chance de vivre en démocratie, c'est à la justice et à elle seule de faire la lumière sur les faits, de poursuivre ou non leurs auteurs et de décider ou non de les condamner. Les tentatives de récupération et d'instrumentalisation de ce drame, qu'elles émanent de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, sont tout simplement inadmissibles et indignes. La justice a agi avec une célérité exemplaire. Le jour même de la mort de Naël, le policier qui avait ouvert le feu sur lui, à bout portant, a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Le président de la République, Emmanuel Macron, la première ministre, Elisabeth Borne, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ont, le jour même, réagi avec dignité et prononcé des paroles fermes quant aux suites judiciaires de ce drame et de compassion pour la victime. Je ne peux cependant m'empêcher d'imaginer quelle aurait été leur réaction si les images vidéo révélées au grand public n'étaient pas venues infirmer les déclarations mensongères initiales du policier mis en examen. Alors aujourd'hui, je pense avant tout à Naël, à sa famille et à toutes les autres victimes de tirs policiers inexplicables. Je ne peux néanmoins, et tant pis si j'en choque certains, m'empêcher de penser au policier qui a commis l'irréparable. Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu agir ainsi? Comment aurais-je réagi à sa place si, après plus de 20 minutes de course-poursuite, un jeune tenu en joue refusait d'obtempérer? Que se serait-il passé si le policier avait décidé de le laisser poursuivre sa course folle? Et si Naël avait renversé et tué un gamin se rendant au collège, écrasé un cycliste allant au travail ou un parent conduisant son enfant à la crèche? Aurait-on accusé le policier de ne pas avoir empêché une mort tragique? Il faut le dire et le redire, les refus d'obtempérer ne sont pas acceptables. Quand un policier vous donne l'ordre de vous arrêter, vous vous arrêtez. Point. Les policiers font un métier horriblement difficile, avec des arbitrages permanents à opérer, des injonctions contradictoires, une pression monumentale et un temps pour réagir, souvent réduit à une fraction de seconde. Alors que notre pays vient de vivre une semaine de violence et d'émeutes, je tiens à rendre hommage aux policiers qui ont agi avec discernement, aux pompiers, aux services de secours, aux élus locaux, aux travailleurs sociaux, aux associations de quartier et aux nombreux habitants qui se sont mobilisés pour tenter d'enrayer l'inacceptable. Je condamne avec la plus absolue fermeté les destructions de biens publics, et pas uniquement les écoles, contrairement à Jean-Luc Mélenchon. Les médiathèques, crèches, centres sociaux, mairies, commerces, véhicules particuliers ou professionnels. Je condamne bien évidemment avec la même fermeté les agressions dont ont été victimes de trop nombreux élus, et je leur adresse un message de soutien et de sympathie. Une fois ceci rappelé, que fait-on maintenant? En 2016, Manuel Valls avait déclaré que expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Quelle tragique erreur, quelle faute morale et politique. Expliquer, c'est avant tout comprendre. Et comment agir si, précédemment, on ne fait pas l'effort de comprendre? Comment apporter des solutions à des causes que l'on ignore? Pire, à des causes que l'on refuse de voir. Contrairement aux professionnels de la polémique et aux politiciens en mal de buzz, je n'ai pas de réponse univoque. J'avoue, humblement, mon ignorance. Ce que je sais en revanche, c'est que ces émeutes, ces violences inacceptables, commises par des gamins qui nous semblent terriblement, si terriblement éloignés d'une humanité qui devrait au contraire nous rassembler, sont multifactorielles. C'est en cela qu'elles sont difficiles à penser, à articuler ou à hiérarchiser.
Pour la droite, le responsable, c'est le manque d'autorité. Pour la gauche, c'est le manque de moyens. Ça me paraît un peu court, et il faut aller au-delà des postures. Perte de repères, inégalité sociale, familles décomposées, pauvreté, ghettoisation, ségrégation sociale et géographique, ressentiment, humiliation, faillite éducative, manque de perspective, orientation scolaire défaillante, racisme, jeux vidéo, incapacité à formaliser, exprimer ou verbaliser ses frustrations, abaissement moral et intellectuel, manque d'accès à la culture, intégration ratée, surenchère et mimétisme insufflé par les réseaux sociaux, insuffisance des services publics, volonté de pleinement profiter de la société de consommation, délinquance organisée, trafic de drogue et économie souterraine, haine des flics, nihilisme autodestructeur, j'en sais rien. Ça peut être tout ça, un peu de tout. Mais parmi ces nombreux facteurs, deux me paraissent essentiels. Le premier, c'est le rapport dégradé entre les forces de l'ordre et les jeunes des quartiers. Non, on ne peut pas dire que la police tue ou que la violence est consubstantielle à la police. Mais ne pas reconnaître qu'il y a des violences policières, c'est une faute. Oui, il y a des violences policières, et cela ne signifie pas que tous les policiers soient violents. De même qu'il y a des contrôles aux faciès systématiques, reconnus, documentés et dénoncés par tous les sociologues qui se sont penchés sur cette question et par la défenseuse des droits Claire Hédon et Jacques Toubon avant elle. Comment alors ne pas comprendre le sentiment de rage et de révolte chez ces jeunes? Car face à ces exactions et à ces humiliations, quel recours? Dès qu'une violence policière injustifiée est commise, vous avez les syndicats de policiers, pas tous heureusement, qui montent au créneau, avant même de connaître les faits, pour défendre leurs collègues. L'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale, continue à être placée sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, en violation complète du principe de séparation des pouvoirs et contrairement à de nombreux pays en Europe. Les politiques sont lâches et n'osent pas remettre les syndicats de policiers à leur place, dont certains dérapent régulièrement et tiennent des propos tout simplement factieux. Car non, le ministre de l'Intérieur n'est pas le premier flic de France, il en est le patron. Tous les jours, des jeunes des quartiers sont humiliés par des policiers qui se prennent pour des cow-boys et des manifestants sont mutilés par un usage immodéré de la force. Près de 70% des gardiens de la paix votent pour le Rassemblement national. Cela n'est-il pas révélateur? Soyons clairs, je ne stigmatise pas l'ensemble des forces de l'ordre. J'ai fait un nombre incalculable de manifestations, y compris violentes. Et je reste admiratif du sang-froid et de la capacité de discernement des forces de l'ordre, même si des dérapages sont inévitables dans le maintien de l'ordre. Mais disons-le, la police doit évoluer dans ses pratiques et renouer une relation de confiance avec les jeunes des quartiers. Elle n'en sera que plus forte et plus respectée. La République, ce mot parfois creux et théorique que l'on brandit pour se donner une contenance ou dramatiser une situation, n'en sera que plus forte. Le second facteur qui me paraît essentiel pour tenter de comprendre ces émeutes, c'est la ségrégation sociale et géographique. Cela fait 50 ans que l'on dénonce les ghettos, les cités dortoirs, la concentration de la pauvreté et la misère sociale et intellectuelle dans ces mêmes endroits. Comment s'étonner que, quand votre seul horizon est un quartier sordide, sans espace vert, sans mixité sociale, sans promesse d'élévation et d'émancipation par l'école, la situation explose. Prenez des départements comme la Seine-Saint-Denis. Des études récentes, conduites par des économistes de tous bords, ont démontré que ce territoire, alors qu'il requiert un investissement public plus important qu'ailleurs pour lutter contre les inégalités, sont ceux qui reçoivent le moins par habitant de financement public. Le lycée le moins doté de Paris intramuros est mieux doté que le lycée le mieux doté de Seine-Saint-Denis. Est-ce que c'est normal? C'est une aberration. Alors que la loi SRU impose aux communes de disposer d'un minimum de 25% de logements sociaux, certaines font de la résistance et refusent d'appliquer la loi, préférant payer des amendes plutôt que de promouvoir la mixité sociale. Saint-Cloud en est la plus parfaite incarnation. De même, et inversement, il est parfaitement anormal que certaines communes disposent de plus de 80% de logements sociaux. Le résultat, quel est-il? Dans un département comme la Seine-Saint-Denis, encore lui,
Les élus de tous bords parviennent à obtenir des résultats extraordinaires et à inverser des trajectoires. Des profs exemplaires parviennent à hisser des jeunes grâce à l'éducation. Des entreprises proposent des emplois de qualité. Mais dès qu'une famille parvient à s'élever socialement, elle quitte le département. Elle fuit. Elle est alors remplacée par une autre famille en difficulté, souvent issue de l'immigration, et le cercle vicieux se perpétue, ce qu'on appelle des trappes à pauvreté. Il est donc temps d'en finir et de rompre avec ce déterminisme social et géographique mortifère qui mine notre promesse républicaine d'égalité des chances. J'en viens à ma question, monsieur le maire. Loin de moi l'idée de vous accabler de tous les maux et de vous faire porter la responsabilité des événements tragiques que nous avons vécus. Mais vous portez malgré tout une part de responsabilité. En ne mettant pas tout en œuvre pour disposer des 25% de logements sociaux imposés par la loi SRU, vous contribuez à la perpétuation de ce phénomène délétère. Alors, monsieur le maire, je vous le demande sans esprit polémique, quelles actions allez-vous entreprendre pour que notre si belle ville puisse accueillir des habitants qui soient davantage à l'image de l'extraordinaire diversité de notre pays ? Merci.